Bonjour! Dans la vidéo précédente, nous avons commencé à présenter les politiques visant à assurer la justice sociale en France. Nous avons ainsi parlé de la lutte contre les discriminations qui vise à assurer l'égalité des droits entre les citoyennes et les citoyens. Nous avons aussi parlé des politiques de discrimination positive, bien qu'elles ne sont pas toujours qualifiées ainsi, qui visent à assurer l'égalité des chances entre les citoyennes et les citoyens. Il nous reste un type d'égalité, l'égalité des situations, un type de politique correspondant, la redistribution, bien que, attention, nous allons voir que cette politique de redistribution peut se faire de différentes façons. Allez, c'est parti! On va commencer naturellement par définir ce qu'est la redistribution. La redistribution désigne l'ensemble des interventions des administrations publiques qui visent à modifier la répartition des revenus afin de limiter les inégalités. Je répète, la redistribution désigne l'ensemble des interventions des administrations publiques qui visent à modifier la répartition des revenus afin de limiter les inégalités. Alors en l'occurrence, on peut aller un peu plus loin dans cette définition et préciser qu'il existe deux types de redistribution. Vous avez d'abord la redistribution verticale, celle à laquelle on pense le plus spontanément. Il s'agit en gros de jouer les Robins des Bois et de prendre aux riches pour donner aux pauvres. Mais à côté de ça, vous avez aussi la redistribution horizontale, qui elle ne se fonde pas sur le revenu des personnes concernées, mais se fonde sur une autre situation, où on va estimer qu'il faut qu'il y ait solidarité nationale, et que des personnes qui sont dans une situation plutôt favorable, du coup, qu'il y ait transfert de revenus entre ces personnes et d'autres personnes qui sont dans une situation qui est moins favorable, où elles ont surtout plus de besoins. Ça peut être par exemple entre les actifs et les inactifs, ou peut-être éventuellement entre les actifs employés et les personnes au chômage, entre les bien portants et les malades, entre les célibataires et les couples sans enfants, et les familles avec enfants. Donc là, il s'agit plutôt en gros d'assurance sociale et de solidarité selon la situation, de protection contre les risques sociaux, alors que là, il s'agit directement de limiter les inégalités de revenus. À noter cependant que ces deux types de redistribution ne sont pas incompatibles et que typiquement de la redistribution horizontale peut avoir des effets qu'on va dire redistributifs, c'est-à-dire en fait des effets correcteurs des inégalités entre les riches et les pauvres. De façon générale, la redistribution, qu'elle soit verticale ou horizontale, se fonde sur deux moyens d'action, deux piliers. Vous avez d'abord les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire l'ensemble des impôts et des cotisations sociales qui vont prélever des revenus et donc diminuer le revenu des personnes riches, des personnes bien portantes, des personnes sans enfants. Et vous avez ensuite les prestations sociales qui vont redistribuer de l'argent, cet argent, aux personnes pauvres, aux personnes malades ou aux familles avec enfants. Tout simplement, d'un côté, on prend et de l'autre, on donne. De fait, quand on étudie comment la redistribution affecte les revenus des plus pauvres et des plus riches, on voit que dans l'ensemble, la redistribution permet d'augmenter de 212-213% le niveau de vie des 10% les plus pauvres, et qu'en contrepartie, en quelque sorte, elle diminue d'environ 25% le niveau de vie des 10% les plus riches. Et quand on regarde d'où vient l'augmentation du niveau de vie des plus pauvres, on voit que cela est avant tout dû aux prestations sociales que ces personnes reçoivent, puisque ces prestations sociales permettent d'augmenter de environ 219% le niveau de vie des plus pauvres. Et pour les plus riches, on voit que essentiellement, et c'est assez logique finalement, la baisse de leur niveau de vie est due au rôle des prélèvements obligatoires qui vient diminuer d'un peu plus de 25% leur niveau de vie. Le résultat de la politique de redistribution, c'est qu'avant que les pouvoirs publics interviennent, le rapport interdécile, c'est-à-dire le rapport entre le niveau de vie des plus riches et des plus pauvres, était d'environ 24.
C'est-à-dire que le niveau de vie des plus riches est 24 fois plus important que le niveau de vie des plus pauvres. Mais après redistribution, ce rapport interdécile est réduit à environ 6. C'est-à-dire que une fois que les pouvoirs publics sont intervenus et qu'il y a eu redistribution, à la fois prélèvements obligatoires et prestations sociales, on voit que le niveau de vie des plus riches est seulement 6 fois plus important que celui des 10% les plus pauvres. A priori, ça semble plutôt efficace. Et on reviendra d'ailleurs sur la question de l'efficacité des politiques de redistribution dans une vidéo ultérieure. On peut ainsi conclure de ce tableau que les prestations sociales sont le principal moteur de la redistribution. Quand on étudie à quel point est-ce que les prélèvements obligatoires et les prestations sociales permettent de réduire les inégalités, on se rend compte que ce sont avant tout les prestations sociales qui vont jouer ce rôle et que ainsi, dans l'ensemble des effets de la politique de redistribution, les prestations sociales représentent 2 tiers. 2 tiers de la réduction des inégalités grâce à la politique de redistribution est due aux prestations sociales et un peu plus d'1 tiers est dû aux prélèvements obligatoires. Néanmoins, on va maintenant se concentrer sur la question des prélèvements obligatoires et essayer d'approfondir l'effet des prélèvements obligatoires sur la réduction des inégalités. Comment les prélèvements obligatoires participent-ils à la réduction des inégalités et aux politiques de redistribution? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe justement 3 types de prélèvements obligatoires selon la façon dont ils sont calculés et selon leurs effets sur les inégalités. On a d'abord les impôts forfaitaires. Dans ce cadre-là, vous devez payer la même somme, peu importe votre revenu. Par exemple, les amendes sont considérées comme un impôt forfaitaire. Si vous ne portez pas le masque dans l'endroit où vous devez le porter, la première fois au moins, vous devrez payer 135 €. Et finalement, cette somme, ce sera toujours 135 €, peu importe que chaque mois vous gagnez moins de 1000 € ou au contraire plus de 10 000 €. On a ensuite les impôts proportionnels. Dans ce cadre-là, ce n'est pas une somme qui va être définie à l'avance qu'on va prélever, mais c'est un pourcentage, un certain taux d'imposition. Par exemple, si on considère que le taux d'imposition est de 10%, on va prélever sur les revenus 10% du total des revenus. Alors évidemment, si on convertit ça en euros, ça signifie que quelqu'un qui gagne 10 000 € par mois devra verser environ 1 000 € par mois, alors que quelqu'un qui gagne moins de 1 000 € par mois devra verser moins de 100 € par mois. Donc on voit bien que logiquement, les personnes qui ont un niveau de vie plus important payent plus que les personnes qui ont un niveau de vie plus faible. Donc on pourrait dire, est-ce que là déjà il n'y a pas une réduction des inégalités? Alors, en termes absolus peut-être, puisque le niveau de vie des plus riches a baissé de 1 000 € alors que le niveau de vie des plus pauvres n'a baissé que de 100 €. Mais en fait, en termes relatifs, les deux revenus ont baissé de 10%. Ils ont tous les deux baissé de 10%, et donc finalement, si on doit calculer par exemple le rapport interdécile, il va rester sensiblement le même. Et donc là, on n'a pas un véritable effet correcteur sur les inégalités. Il nous faut alors avoir un impôt progressif. Dans cette logique, dans le cas d'un impôt progressif, le taux d'imposition va augmenter en fonction de vos revenus. Plus vous allez avoir un revenu important, plus vous allez avoir un taux d'imposition important. Dans une vision qui est peut-être un peu caricaturale, si justement vous gagnez moins de 1 000 € par mois, vous pouvez avoir un taux d'imposition de 5%. Et si vous gagnez plus de 10 000 € par mois, vous allez avoir un taux d'imposition de 20%. Et là, on observe vraiment une réduction des inégalités. Et donc c'est ce type d'impôt qui nous intéresse vraiment dans le cadre d'une politique de réduction des inégalités. A l'inverse, les impôts forfaitaires ont plutôt ce qu'on appelle des effets dégressifs, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt aggraver les inégalités. Parce que lorsque vous prélevez 135 € à une personne qui gagne moins de 1 000 € par mois, ça va forcément être un coût finalement sur son budget beaucoup plus important. Ça va être un sacrifice beaucoup plus important que pour quelqu'un qui gagne plus de 10 000 € par mois.
En l'occurrence, en France, l'impôt sur le revenu des personnes physiques est un impôt progressif, avec un système de tranches qui fait que finalement, en fonction de la tranche dans laquelle vous vous situez, en fonction de votre revenu, vous allez avoir un taux d'imposition plus ou moins important. Pour un peu plus de détails sur la façon dont est calculé l'impôt sur le revenu des personnes physiques, je vous renvoie à cette vidéo de Dessinez-moi l'éco qui, du coup, explique ce mécanisme de façon plus détaillée. Cependant, il faut quand même garder à l'esprit que, certes, l'impôt sur le revenu, c'est un impôt qui est symboliquement important, et donc qui peut entraîner beaucoup de débats sur jusqu'où est-ce qu'on peut aller en termes de tranches et de taxation sur les plus hautes tranches, mais en réalité, sa place dans l'ensemble du système de fiscalité est assez faible. Par exemple, vous avez à peu près la moitié de la population qui n'est pas imposable et qui du coup ne paye pas d'impôt sur le revenu. Quand on regarde l'ensemble du système de fiscalité en France, on se rend compte en réalité qu'il est légèrement progressif au début, qu'il est ensuite à peu près proportionnel sur une bonne partie de la population et que quand on atteint les personnes très aisées, les 1% les plus riches, il commence à devenir dégressif. Et donc, en gros, certes, c'est les personnes qui sont ici, les personnes très aisées, les 1% les plus riches, quand on regarde les sommes en euros qu'elles doivent payer, elles sont beaucoup plus importantes que quelqu'un qui se trouve ici ou même là, évidemment, mais quand on regarde ça en pourcentage de leurs revenus ou de leur patrimoine, on se rend compte que ce pourcentage est plus faible et que finalement, elles payent certes des sommes plus importantes, là on vous dit bien, environ 63 000 euros brut par mois, mais en pourcentage de leurs revenus, c'est finalement moins important. Notamment parce que les revenus du patrimoine sont souvent moins taxés que les revenus du travail. Et justement, les revenus du patrimoine constituent une bonne partie des revenus des personnes les plus riches. Comme je l'ai dit, la politique de redistribution se fonde avant tout sur les prélèvements obligatoires, qui doivent donc idéalement être progressifs pour réduire les inégalités, et sur le versement des prestations sociales. Vous avez cependant un certain nombre d'économistes et de sociologues qui ont aussi mis en avant le rôle des services publics et des services collectifs dans la réduction des inégalités. On peut d'ailleurs illustrer cette idée avec cette citation du programme de Benoît Hamon pour les élections présidentielles de 2017, les services publics, patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Si on doit fournir une définition assez rapide et brève des services publics ou services collectifs, voici ce qu'on peut dire. Les services collectifs sont les services fournis gratuitement ou quasi gratuitement par les administrations publiques. Je répète, les services collectifs sont les services fournis gratuitement ou quasi gratuitement par les administrations publiques. Alors, quasi gratuitement, vous l'avez peut-être vu en seconde. En gros, ça signifie que certes, vous devez payer quelque chose, mais que ce que vous payez représente moins de 50% du coût de production. Donc en gros, la majorité de l'activité est financée d'une autre façon que par les ventes. Par exemple, pour la cantine du lycée, vous devez payer pour pouvoir y avoir accès, pour pouvoir y manger, mais ce que vous payez, en fait, ne représente pas la majorité des coûts de production. Ça sert, par exemple, à payer les matières premières, mais ça ne va pas permettre de payer le salaire des personnes qui travaillent à la cantine, qui va être pris en charge, en fait, par la région à travers, justement, les impôts. Les services collectifs permettent à l'ensemble de la population, et notamment aux ménages les plus pauvres, d'accéder à certains services considérés comme essentiels. Et ce, à un prix beaucoup plus faible que celui qui aurait été pratiqué si ce service était fourni par des entreprises du secteur marchand, qui auraient pour but, à travers leurs tarifs, à la fois de financer leur activité et, plus encore, même de faire du profit. Là, en l'occurrence, dans le cas d'un service collectif, puisqu'on est dans de la production non marchande, la majorité des recettes et des sources de financement vient d'une autre source, d'une autre voie que les ventes, en l'occurrence, souvent, dans le cas des administrations publiques, les prélèvements obligatoires. On peut donc facilement comprendre comment est-ce que les services collectifs permettent de réduire les inégalités.
puisque les ménages les plus pauvres peuvent accéder à ces services sans avoir à payer une somme importante. C'est finalement leur revenu qui est épargné. Certes, vous me direz, oui, mais le revenu des plus riches est aussi épargné. Mais on revient sur une question de forfait. Si finalement vous épargnez 135 € à une personne riche et à une personne pauvre, ça va finalement avoir un effet beaucoup plus positif en termes de pourcentage de son revenu sur la personne pauvre que sur la personne riche, qui va beaucoup moins sentir la différence, le fait qu'elle aura perdu, ou pas du coup, cette somme. Mais on peut même aller encore plus loin. En effet, les services collectifs permettent souvent d'améliorer le capital humain, notamment des milieux populaires, à travers donc les services de santé ou services d'éducation. Et ils ont donc des effets durables qui vont au-delà de la simple question des revenus. Ils peuvent ainsi participer, en dehors de la lutte contre les inégalités de situation, à l'amélioration de l'égalité des chances, en donnant plus de chances aux personnes d'avoir un revenu plus important plus tard. Au final, on vient de parler de lutte contre les discriminations, discrimination positive et politique de redistribution. Ces trois types de politiques, bien qu'on peut les rattacher à un type d'égalité différent, ne sont pas incompatibles. Au contraire, on vient de démontrer même que ces trois types de politiques existent en France et elles ont plutôt tendance à fonctionner ensemble. Comme je viens de le montrer par exemple avec l'exemple des services collectifs, vous pouvez à la fois réduire les inégalités de revenus entre deux catégories de personnes, entre les riches et les pauvres, et en même temps donner plus de chances aux plus pauvres d'accéder à une meilleure position sociale dans le futur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée.